dis utiliser, c'est pas à des fins politiques ou quoi, hein, c'est juste pour alimenter la web TV de la commune, enfin vraiment pour promouvoir le musée, pour parler du musée, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas de la récupération par ailleurs. Super, merci Claire. Alors, ce qu'on vous propose également, pour le plus grand confort de la réunion, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de couper vos micros. Il y a un chat, quand vous regardez dans les petites icônes, c'est celle avec le phylactère. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Jessica Friedlander, qui travaille avec moi, donc moi je suis Stéphanie Bliard, va relever les questions et il y aura un moment de justement questions-réponses. Vous pourrez, à ce moment-là, Jessica les relèvera et vous pourrez intervenir. Alors, voilà, tout d'abord, merci à tous. Hein. C'est vrai que c'est toujours assez particulier en cette période de faire ces conférences de manière digitale. Pour nous, c'était important avec Jessica et Claire de l'organiser. Jessica et moi-même travaillons pour l'association des Amis du musée d'Ixelles. Et pour nous, il était important de mettre encore plus en lumière le musée en cette période confinée, parce qu'on trouve justement que le musée a très 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 bien communiqué pendant cette période et qu'il était intéressant de partager justement cette période avec vous. Alors, avant d'écouter Claire Leblanc, conservatrice du musée d'Ixelles, permettez-moi quand même de vous parler de la SBL Les Amis du musée d'Ixelles pour laquelle nous travaillons. Créée en 1980, la SBL a pour objectif la promotion du musée d'Ixelles, c'est-à-dire aussi bien par l'enrichissement de ses collections, par des nouvelles acquisitions par exemple, mais également par l'apport d'un dynamisme supplémentaire. Alors, nous avons eu la chance avec Jessica d'organiser la School Dinner qui correspond il y a 3 ans au repas de clôture du musée d'Ixelles. Tous ces points, évidemment, Claire va revenir dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous aurez l'opportunité, par la présentation de Claire, d'un peu mieux comprendre cette institution. Et donc, depuis 3 ans, avec Jessica Friedlander, nous proposons une fois par mois une activité à la communauté qui constitue les Amis du musée d'Ixelles. Alors, c'est aussi bien une visite d'atelier d'un des artistes, évidemment, contemporains de la collection. C'est aussi une visite d'une exposition hors les murs de la collection. C'est une visite guidée d'une foire belge avec une orientation toujours en lien avec l'institution. Ça peut être une rencontre privilégiée avec un membre de l'équipe, un peu comme on le fait ce soir, mais ça peut être aussi la visite des coulisses. Donc vous voyez, ce sont vraiment des moments assez riches que l'on propose, bien d'autres pépites, toujours en lien avec l'institution du musée d'Ixelles. Être ami du musée d'Ixelles, c'est vraiment permettre au musée de réaliser pas mal de projets, de rayonner aussi bien en Belgique qu'à l'international, d'acquérir des nouvelles œuvres et par là, évidemment, soutenir des artistes. C'est développer des projets tels Willy, Claire en reviendra dessus. C'est être au cœur d'une institution muséale, c'est être au courant de ce qui se passe et c'est d'être les premiers au courant de ce qui se passe au sein de cette institution. C'est, comme vous l'avez vu dans le programme, bénéficier de visites et d'accès exclusifs. Et tout ça pour un prix modique, c'est-à-dire que dès qu'elle a somme de 40 €, vous pourrez être membre. C'est vraiment très important pour le musée, et encore plus à l'heure actuelle, vous le savez. Donc je compte sincèrement sur vous pour soutenir cette institution muséale qui nous est à cœur. Voilà, alors voilà ma petite présentation, donc j'espère vraiment, parce que j'ai vos noms à tous, hein, donc j'espère vraiment que nous aurons des soutiens par la suite, mais en tout cas déjà par votre présence c'est assez important. Alors, vous n'étiez pas là pour évidemment m'écouter, mais pour écouter Claire Leblanc, conservatrice du musée d'Ixelles. Elle a une petite présentation à vous montrer, donc voilà, Claire, je te cède la parole et encore merci pour cette possibilité d'organiser cet événement. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien, ça marche. Voilà, on peut commencer. Super. Merci d'être là, pour votre curiosité. Pour certains, je sais votre fidélité au musée, votre soutien de longue date. Pour d'autres, une première curiosité. Et voilà, je pense que ceux qui nous connaissent bien déjà, quand on met le doigt dans l'engrenage musée d'Ixelles, on n'en sort pas parce que ce musée génère un lien d'affection. Donc voilà, c'est chouette que vous nous rejoigniez. Il y a ma collègue Stéphanie qui est dans les parages, donc je la ferai intervenir. Peut-être tu peux faire un petit coucou, Stéphanie. Je suis là. Voilà, je suis pas seule pour représenter le musée et voilà, je vais essayer d'être succincte pour essayer d'avoir un moment vraiment de partage. Ce serait frustrant qu'il n'y ait que moi qui parle, mais j'ai la tendance à beaucoup parler, donc voilà, je vais essayer vraiment de me contenir. Donc je vais partager un petit PowerPoint avec vous. En gros, je vais revenir sur les 2 dernières années qui nous ont occupés.
ce qui va vous permettre de comprendre comment on fonctionne aussi pour la suite, pour le futur. Et avec ce moment de basculement que nous vivons tous, on avait déjà amorcé des choses, il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a des choses qui sont déjà pour nous conforter comme étant les bons choix déjà il y a 2 ans, comme vision du musée du futur et du musée d'Ixelles du futur. Donc voilà, on est ce confinement imposé, et pour nous c'est un confinement dans le confinement puisqu'on est fermé déjà depuis 2 ans. Eh bien, c'est un moment encore plus voilà de confirmation de certains choix stratégiques et de réflexion qui s'accélèrent. Voilà, donc je vais commencer par un petit retour sur le passé. Je vais partager l'écran. Donc normalement, euh, notre fermeture, elle est amorcée, je le disais, depuis 2 ans, et on a donné un nom à cette phase transitoire entre un ancien musée et le futur musée qu'on vous révélera, j'espère, en 2023. Ça devrait être le cap qui se confirme. Donc, cette phase de transition, on l'a conçue vraiment comme un projet en soi. On voulait pas que ce soit une fermeture ou vaguement avec certaines orientations. On l'a vraiment construit en équipe dans une vision stratégique très claire. Et on a donné un nom à ce projet de fermeture qui est Museum in Progress. Voilà, vous reconnaîtrez notre typographie typée et voilà, on peut la voir s'éclater ou se reconcentrer. En tout cas, ça symbolise ce mouvement de va-et-vient dans la réflexion. Donc, Museum in Progress, qui dit ce que ça veut dire, on vise évidemment un large mieux. Voilà, Museum in Progress, donc c'est une temporalité, c'est 2018, moment de fermeture, 2023, perspective de réouverture. Très rapidement en équipe, on n'a pas envisagé la fermeture comme une calamité. Ça peut être le cas quand elle est contrainte et forcée, comme ce qu'ont vécu les musées depuis 10 semaines. Mais pour nous, on l'a tout de suite travaillé comme une chance, vraiment une opportunité. Un musée qui a presque 130 ans et qui vit une fermeture, c'est évidemment un moment unique et dont il doit tirer profit. Donc, on l'a envisagé en équipe comme une aventure vraiment singulière, unique, exceptionnelle, et on voulait en tirer parti au maximum, que ce soit, je dirais, à titre individuel, hein, parce qu'on doit tous réinventer nos métiers pendant plusieurs années, mais aussi à titre collectif, parce qu'il faut savoir, je dirais, prendre en charge le changement et se fondre dans une posture de changement, ce qui n'est pas facile à vivre. Et là encore, que ce soit de manière individuelle, on l'a tous vécu depuis 10 semaines. Quand c'est un changement, c'est pas rien. Et donc là, nous étions habitués au changement quelque part, mais bon, le changement dans le changement, c'était quand même une couche de lasagne corsée en plus. Et puis, c'est une manière d'envisager les objectifs dans une temporalité à court, moyen, long terme. Voilà. Donc, musée. On a réussi le pari avec une grosse fréquentation pour cette dernière saison. En février, les expos se terminent. En mars, on voulait faire la fête. Donc, on a conçu un grand week-end festif. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était vraiment un super moment pour nous, mais pour le public aussi, énormément de visiteurs. On a fait la fête dans cette grande salle qui était une salle des fêtes. On a voulu redonner du sens aussi à cette salle qu'on allait
qu'on avait quitté, enfin que vous aviez quitté quelque temps. Et donc nous avons organisé ces festivités appelées Last Call. Et puis on a aussi amorcé des rencontres informatives pour nos voisins en priorité, pour la presse, pour le secteur professionnel, pour nos partenaires, pour comprendre pourquoi on fermait et leur donner des indications de ce qui allait se faire pendant 5 ans de fermeture. Pour voilà, juste en guise d'illustration, vous vous souvenez peut-être de ce visuel de Last Call, grande fête de clôture, donc tout un week-end, et puis une vue de ce qu'a évoqué Stéphanie tout à l'heure. Stéphanie et Jessica ont été les chevilles ouvrières d'un grand dîner de gala pour financer l'un ou l'autre projet du musée qui allait amorcer sa fermeture, et aussi pour fédérer autour de ce projet de fermeture l'intérêt de nos partenaires principaux, de nos potentiels mécènes, de nos potentiels sponsors ou ceux qui étaient déjà actifs, vraiment pour faire un moment fort. Voilà. Donc sortir par la grande porte, on a réussi notre pari. C'était en mars 2018. Très rapidement, on a mis en œuvre le travail vers les publics. Donc, je vous disais, l'axe 1 de notre projet de fermeture. On voulait vraiment maintenir le lien avec le public, mais aussi la visibilité du musée, la visibilité, le partage des collections. Donc, ça a été un axe qu'on a appliqué tout de suite et qui a marché sur un choix très simple qui est d'infiltration et de partage des collections vers nos voisins, on va en reparler, mais vers les écoles, vers le grand public. Donc, on a organisé différentes activités, notamment les expositions temporaires. On a une série d'expos qui tournent en Europe, je dirais pas pour vous directement, public bruxellois ou belge, mais on a aussi des projets d'expo à Bruxelles, j'y reviendrai, de proximité, mais on voulait toucher, cette infiltration voulait aller vers vraiment la vie des citoyens de proximité, nos voisins, les écoles, les Bruxellois. Un des projets phares que vous connaissez peut-être, sinon vous le découvrirez, hélas pas en juin, puisqu'on a dû annuler l'édition du mois de juin du fait des mesures de distanciation à respecter. Donc la prochaine édition aura lieu le 12 et 13 décembre. Donc Musée comme chez soi est un moment fort, on va y revenir. Et alors tout l'axe pour les écoles est vraiment pour nous une priorité pour surtout, comme je disais, maintenir le lien, mais faire que tout ce travail avec les écoles ne soit pas perdu avec une fermeture et qu'on donne déjà envie aux plus petits, tout jeunes, même dès les maternelles, un lien à tisser avec le musée pour que quand ils reviendront en 2023, ce sera une évidence que ce soit leur musée de cœur. Donc, pour développer ce travail-là, il y a le projet Willy, qui est un vélo cargo électrique qui part du musée avec toute une série d'animations dans des boîtes, des animations en lien avec les collections et évidemment des animations adaptées aux tout petits. Et on va donc vers les enfants des écoles maternelles. Voilà, Willy, pour l'instant, est un petit peu mis au garage puisqu'il n'a pas l'occasion d'aller dans les écoles, hélas. Mais on espère bien que le déconfinement va confirmer une tendance à la confiance et au retour des activités pour qu'ils reprennent le chemin des écoles à la rentrée prochaine. Ou autrement, on réfléchira à des solutions. Il y a un autre projet qui est Muséoclasse, qui est en fait une espèce de session en plusieurs séances pour des classes de primaire qui peuvent faire un coaching très exclusif pour comprendre ce qu'est le musée, à quoi il sert, quels sont les métiers du musée. Et eux-mêmes, petit à petit, en apprivoisant tous ces volets de la vie d'un musée, vont eux-mêmes incarner ces métiers différents pour viser l'organisation d'une expo dans leur école à la fin de ce cursus qui dure une dizaine de séances. Stéphanie, tu as le droit de m'arrêter de compléter quand tu veux. On a un autre programme qui est le programme Mashup qui est destiné au secondaire, donc qui est aussi un travail privilégié au cœur des collections. On va en réserve avec tout ce public scolaire. On tisse un lien très très fort avec eux et on couvre, vous voyez, tous les âges. Voilà, pour illustrer, je vous ai parlé de musée comme chez soi, quelques photos qui montrent nos œuvres en situation domestique, en situation intime. Et franchement, si vous n'avez pas vécu ce partage de collection, pour nous, c'est un projet qui est devenu un petit peu, malgré nous, un projet phare, un projet pilote. Il marche très très bien. Il y a une évidence folle de voir les œuvres dans des contextes intérieurs
Il y a même des œuvres qu'on a du mal à faire revenir au musée quelque part, tellement c'est l'évidence de partager l'œuvre avec les voisins, voisins qui eux-mêmes deviennent des vrais médiateurs parce qu'ils ont la charge, en recevant l'œuvre chez eux le temps d'un week-end, de proposer aux visiteurs qui viennent chez eux, le tout public qui viennent voir l'œuvre en situation, eh bien, ils proposent, nos voisins, une animation, une médiation, un partage de l'œuvre à leur façon, selon leurs talents, leurs idées, leurs envies, leur poésie. Donc, nous, équipe, nous mettons en retrait dans l'approche classique, historiciste de l'œuvre, du savoir académique. Vraiment, on souhaite et on stimule l'appropriation de l'œuvre par le voisin à leur manière. Et je sais que dans les auditeurs ce soir, on a des voisins qui voudront peut-être témoigner, voilà, ils sont présents. C'est un moment très fort pour les voisins, mais pour nous aussi, ça nous permet de travailler, je dirais, sur un axe participatif, certes, mais ça donne des dimensions extrêmement ouvertes au statut de l'œuvre et au statut du musée. Voilà d'autres images d'œuvres en situation. Ici, un Menchero. Je ne sais plus le nom de nos hôtes, mais voilà, c'est pas grave. Ici, on était chez... son nom m'échappe aussi. Aïe. Pourtant, je l'ai sur le bout des lèvres. C'est pas grave. Inès, à gauche, c'était oui, Inès. Ouais. Oui, merci. Ouais, Inès. Et c'était chez Marie-Pierre. Et Marie-Pierre. Voilà, vous voyez, finalement, on entretient le lien aussi avec nos voisins. C'est vraiment... quand on se croise quand on se croise en rue, c'est quand même plus sympa de se saluer plutôt que de ne pas se connaître. À la fin du week-end musée comme chez soi, quelqu'un doit couper son micro, parce que là, c'est très difficile d'entendre. Merci. À la fin du week-end musée comme chez soi, on se retrouve voisins et personnel du musée autour d'une table auberge espagnole pour partager l'expérience qui a été vécue pendant 48 heures et qui est très intense et très fatigante, et c'est vraiment un chouette moment de partage qu'on aspire à renouveler dans la durée, puisque cette année on n'a pas pu faire notre barbecue des voisins. On va essayer de faire une formule en octobre, peut-être qu'il fera aussi beau que maintenant, mais voilà, on a à cœur de travailler ce lien qui n'est pas un travail comme un sacerdoce, c'est vraiment sincèrement une envie de poursuivre la relation. Alors les écoles, je vous ai parlé de Willy, je vous ai parlé de Muséoclasse, il y a Mashup, voilà, ils ont un accès privilégié aux collections, aux réserves. Ici, on a une animatrice qui faisait un travail dans le cadre de Muséoclasse autour d'une œuvre des collections. Il nous arrive, que ce soit Stéphanie, Anne, moi, de descendre en réserve et de leur faire découvrir la boîte à trésors que constitue la réserve. Et c'est des moments magiques, mais les instituteurs, directeurs d'école sont tout aussi pris au jeu que nous. Et franchement, je pense que ça laisse des souvenirs importants pour les plus jeunes. Et alors, le fameux Willy. Alors, Willy a été un projet qui a été justement soutenu par les amis du musée d'Ixelles l'année dernière. C'était le projet pilote des amis du musée, puisqu'on avait organisé pour acquérir ce vélo qui sillonne Bruxelles vers les écoles maternelles. On avait organisé une opération de crowdfunding via les amis du musée, opération qui a fonctionné, puisqu'on a atteint l'objectif visé de 10 000 euros, levée de fonds qui paraît importante pour un vélo, mais un vélo cargo de cette envergure, le matériel, les assurances, l'entretien, etc. Bien voilà, on est dans cette enveloppe très réaliste. Donc voilà, les amis ont été ultra précieux. Voilà à quoi servent les amis. Pour rejoindre le discours de Stéphanie et Jessica, c'est ultra nécessaire qu'on ait les petits soutiens à tout moment pour ce genre de projet. Autrement, on ne pouvait pas le mener. Alors, la commune intervient évidemment aussi dans la rémunération des guides animatrices qui vont dans les écoles. Mais le matériel, voilà, les amis l'a pourvu. Donc, les activités de la République, j'ai parlé des expositions hors les murs. On a une expo itinérante de nos collections d'affiches Lautrec et affiches Belle Époque. On a une exposition art belge qu'on adapte selon différentes stations en France, une année prochaine aux Pays-Bas. On va avoir sans doute une station en Espagne, au musée Thyssen à Malaga. Voilà, donc différentes choses qui s'organisent, qui sont peut-être moins visibles pour vous, mais qui sont importantes pour continuer les partenariats forts du musée à l'international. On a besoin d'échanges locaux, mais aussi internationaux, pour
un jour aussi recevoir nous-mêmes des œuvres dans notre musée, par exemple. Et alors des projets plus locaux. Là, je signale par exemple qu'à partir du 13 juin, 50 de nos œuvres sont déjà sur place et en montage, s'exilent au musée Félix Art à Drogenbos, donc le musée qui est consacré, qui tourne autour de l'artiste Félix de Bouc, très chouette musée, vraiment là à 2 pas de chez nous. Et donc, on a un partenariat pour une expo qui traite de l'évolution de l'abstraction. Et cette abstraction, notamment belge, est illustrée par notre collection. Donc, à partir du 13 juin, d'ailleurs, les amis seront reçus en petits groupes ultra VIP, puisqu'on ne peut plus faire de visite guidée du fait de la situation. Mais nous pourrons, ma collègue Anne et moi-même, vous accueillir par groupe de 2 ou 3, donc vraiment en visite ultra exclusive au sein de l'expo, si vous êtes membre des amis. Voilà. Voilà. Après, il y a toute une part importante dans le maintien du lien qui est consacrée à la communication, que ce soit pour informer de tous ces projets, mais aussi avec la volonté de fédérer autour de cette aventure assez exceptionnelle. Ça ne se vit qu'une fois quand on est une institution muséale. Enfin, a priori, ça ne se vit qu'une fois. On espère quand même ne pas la répéter dans 10 ou 15 ans. Et puis aussi, l'objectif, c'est quand on a un outil comme le musée qui est fermé, il faut savoir fidéliser, donc que ce soit par nos initiatives, mais aussi dans la communication. Et effectivement, une période comme le confinement l'a démontré, mais pas que pour nous, c'était global. Il y a eu un besoin de maintien du lien qui était très fort. Et puis, il y a la nécessité, la volonté, là c'est encore un peu tôt, mais ça va aller crescendo, de teaser, donc voilà, le terme anglais qui est de prévoir, de commencer à faire monter la mayonnaise sur le futur musée, de donner envie de découvrir petit à petit ce qui vous attend pour la suite. Voilà, donc une illustration d'une expo hors les murs, donc nos chefs-d'œuvre, c'était un départ d'œuvre de 90 œuvres pour une exposition au musée de l'Odève, près de Montpellier, un très beau musée, partenariat intéressant parce que par exemple, ce musée qui programme des expositions à échelle très comparable à nos expositions, voilà, on fonctionne de la même manière, on pourrait très certainement, et on a l'envie un jour d'être partenaire coproducteur d'expos. C'est une nécessité pour nous de parfois partager les expos pour partager les frais, les coûts, les efforts. Voilà, avoir un lien privilégié avec un musée comme l'Odève, ça a été porteur en ce temps donné, mais ça pourra être porteur pour la suite pour un jour avoir un partenariat. Voilà, quelques illustrations de cette exposition hors les murs, nos chefs-d'œuvre, certains vous les reconnaîtrez, étaient dans de très beaux espaces, ceux de l'Odève, fraîchement rénovés. Intéressant parce que ce musée a connu une fermeture juste avant nous, pendant 5 ans. Ils ont refait le musée de fond en comble, donc on a en plus pu échanger énormément sur cette expérience. Eux étaient plus loin que nous. Ils terminaient l'expérience alors que nous l'amorcions. Donc c'était là aussi pour cela un échange extrêmement intéressant. Alors les activités internes sont moins visibles, mais elles sont tout aussi intenses. Donc imaginez-vous bien que ces 2 axes finalement nous mènent dans une situation où on est plus qu'occupé. Donc non, le grand mythe d'un musée fermé est un musée en vacances. On l'entend plus cependant, donc ça fait du bien, mais on l'a entendu quand même pendant une bonne année et demie que fait ce musée. Donc vous êtes en vacances. Non, pas du tout. On est vraiment occupé. Ah, quelqu'un nous a rejoint, mais doit couper son micro. J'ai un petit écho. Ouais. Merci. Donc, non, on a vraiment en parallèle des activités vers les publics. On a un travail interne qui est tout aussi énorme. Ah, oui, c'est bon, merci. Qui nous occupe, je dirais, de manière un peu schizophrène du coup, puisqu'on on doit travailler sur les 2 volets, un volet vers les publics et un volet très interne et un peu plus secret. Donc nos grandes cogitations internes, elles sont collectives, individuelles. On fait énormément de rencontres vers d'autres lieux, comment ils fonctionnent, ce qui marche, ce qui ne va pas. On va à la rencontre de beaucoup de contacts professionnels. On réfléchit, fort de ces contacts, de ces recherches intenses en tous sens, à vraiment réfléchir. Essentiellement, l'axe principal, c'est quel est l'ADN du musée, quels sont les points qui ne pourront pas être mis au rebut dans le futur musée, vraiment qui constituent ses forces, ses atouts pour relancer le musée à la réouverture, mais aussi pour ces réflexions nous permettent de travailler ce que sont les lacunes et les faiblesses qu'on a identifiées pendant toutes ces cogitations. Ça nous a occupé essentiellement, je dirais, en 2018-2019. Aujourd'hui, on est à un stade où on fait le bilan et on commence à esquisser
un plan stratégique, le plan du futur nouveau musée. Donc 2020 était une année charnière. Donc cette période de basculement, de crise nous ralentit un petit peu dans le sens où on était précisément en mars, au moment où on était en dialogue avec nos autorités communales, parce que ne l'oublions pas, c'est un musée communal, donc on commençait à amorcer les grandes questions existentielles du musée. Par exemple, allons-nous continuer à garder 3 saisons d'exposition? C'est un rythme très intense ou passer à 2 plus longues? Comment se positionner en termes de communication? Est-ce que le nom du musée d'Ixelles est suffisamment clair? Voilà. Toutes ces questions sont donc un petit peu mises dans le placard pour l'instant, mais on n'est pas en retard et on vise l'année fin 2020 pour vraiment sentir aussi le souhait de nos autorités communales, faire passer les messages de nos réflexions internes pour prendre des grandes décisions, puisqu'ensuite, à partir de 21-22, nous souhaitons être occupés à la réalisation du projet. Et il faut bien ça, parce qu'on a énormément de choses à concrétiser sur base de ces réflexions. Donc voilà, vous l'avez compris, Musée in Progress, c'est repenser le musée en profondeur, consolider l'ADN du musée et construire la suite. Bon, je passe ici l'ADN du musée, mais vous avez tous plus ou moins une expérience du musée et pour avoir fait un grand cheminement de réflexion en interne, avec des contacts externes, collectifs, enfin voilà, je pense qu'on tient le fil des forces du musée, notamment voilà que c'est un lieu charmant avec des collections prestigieuses, qu'il est à échelle humaine, il est accessible, on se sent pas dans un musée temple, enfin voilà, toute une série de points forts qu'on doit préserver et qui seront les points d'appui de notre futur projet qui est en train de s'esquisser. Pour illustrer ce moment de réflexion, ça peut être des moments de partage contre un mur avec des réflexions et des mind maps, voilà. Ici, on est 3 bonnes âmes en train de réfléchir. Je pense que c'était au début de la fermeture sur notre plan de communication, comment informer sur le musée fermé. On fait énormément de visites, non j'exagère, on fait intensément des visites en équipe vers d'autres musées pour aller rencontrer les équipes d'autres musées, voir comment ils fonctionnent. Aussi parce qu'il y a toute une série de personnes au musée qui ont moins l'occasion que moi ou ma collègue Anne ou Stéphanie d'aller dans les musées voir comment ils fonctionnent. Et donc, on a vraiment à cœur d'y aller en équipe technique comprise, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller sous une casquette professionnelle, visiter des musées, poser des questions, observer, voir d'autres exemples, et puis on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait très bien et d'autres choses qui seront sans doute inspirantes dans d'autres lieux. Donc voilà, on prend nos voitures, on va ensemble. Bon voilà, maintenant c'est mis un peu en stand-by, mais on a fait plusieurs visites. Là, c'était à Gand, on a fait Namur, on a fait le musée de Tervuren qui avait connu aussi une fermeture et ouverture. Donc l'expérience, même si c'était une autre échelle, était intéressante. Et on a encore pas mal de visites prévues. Et c'est des chouettes moments d'équipe. Voilà, ici une partie de la brochette musée d'Ixelles. On n'est pas une grande équipe, hein. Alors comme ça, pour être clair, on a mis personne sur le carreau du fait de la fermeture. L'équipe technique qui était à la surveillance et à la surveillance et à la manipulation et à l'accueil, etc. Eh bien, elle est passée à un projet interne. Vous allez voir. Donc personne n'a été mis en chômage technique. Là, pour illustrer nos tables rondes, donc on invite plein de profils différents pour s'exprimer sur le musée, sa vision du musée, à quoi il sert. Ici, c'est la table ronde des artistes. Je vois Sébastien Bonin, Stéphane Balleux, Élodie Antoine, il y avait Robert De Vrint et j'en oublie sans doute. Et voilà, ce sont des moments d'échange importants pour nous pour comprendre les attentes aussi. Voilà, encore une petite illustration. Voilà, ici on a Jessica et Stéphanie qui s'occupent des amis parce qu'on essaye de caler des moments ensemble pour qu'on soit raccord entre ce que les amis proposent et les réflexions de l'équipe musée. Et on fait toujours ça avec des croissants, des sandwichs. C'est quand même sympa. Voilà, pour les activités internes, rapidement, il y a donc différents volets. Notre activité principale, c'est suivre le chantier. On a vraiment le chantier sous nos yeux au quotidien, ce qui est à la fois sympa et puis il y a des moments compliqués. Et puis il y a un volet sur la vie des collections, je vais y revenir, et puis le travail de réflexion, je l'ai abordé. Pour rappel, voici en gros ce qui concerne la phase actuelle du chantier, c'est-à-dire le travail sur les zones colorées bleu, beige, c'est-à-dire en gros, c'est pas un projet qui attaque entre guillemets les espaces d'exposition. On a vraiment un projet qui redéfinit, reconfigure la qualité d'accueil
viendra un shop, viendra un café, un accueil beaucoup plus ouvert et convivial et plus pratique aussi. Vous vous souvenez de cette petite porte dans laquelle on s'engouffrait comme dans un trou de souris? C'était extrêmement compliqué pour nous de gérer le flux des visiteurs. Voilà, du coup, là, on a un projet qui va nous permettre de nous déployer et de respirer autrement pour la qualité d'accueil. Une vision de la façade, bien qu'elle ne soit pas tout à fait juste, parce que vous n'aurez pas musée d'Ixelles genre Kinépolis là en haut de la façade, ce sera plus distrait que cela. Voilà, quelques plans coupe, c'est un peu difficile à voir, mais donc ça concerne vraiment le côté entrée et une partie d'un nouveau bâtiment, donc puisqu'il y a 10 ans a pu être acquis un bâtiment qui fait l'objet d'une extension où vont se déployer des espaces, un espace polyvalent, des ateliers pédagogiques, des ateliers techniques, voilà. Donc pour nous, ça nous permet vraiment de respirer un peu plus. Pour illustrer voilà ce qu'a été notre vécu depuis juin, précisément, premier coup de pioche, c'était le 5 juin 2018. Donc dans quelques jours, ça fait pile poil 2 ans. Voilà, avec des moments un petit peu durs à avoir, mais en même temps plein de projections possibles aussi. Donc voilà, ici l'entrée n'était plus, mais ça c'est tout récent. Donc voilà ce qui se profile tout doucement. Là, vous êtes les premiers à le voir. Hein. Donc, vous voyez comme quoi les amis vous réservent des petits moments d'exclusivité. Sauf si vous passez dans la rue, évidemment. Là, vous pouvez voir cette entrée. Là, vous avez un petit aperçu du volume. Hein. Alors, on est loin, on n'est pas dans les finitions, vous le constatez, pas encore, mais ça prend son chemin. Et puis, cette période de confinement a amené un chantier en accordéon, puisqu'il y a eu des problèmes évidemment de livraison de matériaux, de sous-traitance compliquée. Mais donc voilà, vous avez une idée du volume que sera l'entrée. Vous voyez, donc du trou de souris, on passe à quelque chose qui va quand même permettre de respirer autrement, de se sentir accueilli autrement de manière plus lumineuse. Voilà. Alors des espaces ont été évidemment détruits. Vous ne cernez peut-être pas où ça se trouve. Vous vous souvenez peut-être, dans l'entrée, il y avait une petite volée d'escalier qui distribuait vers les galeries au premier étage. Eh bien, derrière ce petit escalier, en fait, il y avait un énorme volume mangé par un énorme escalier monumental que vous n'avez jamais vu. On a fait le sacrifice de cet escalier monumental pour gagner des espaces, notamment espaces qui sont le shop et le café. Pour les nostalgiques, je vous ai mis une petite vue actuelle de la salle d'expo. Donc, rassurez-vous, son âme ne changera pas. On préserve cette salle qui a plein d'atouts. On va gagner le 2e étage en surface d'exposition. On doit réfléchir encore comment articuler tout ça, mais vous voyez, donc c'est un gain. Là, on est tout près de la Seine. Si vous voyez en bas la Seine, on pouvait monter sur les galeries sur le côté de la Seine. Eh bien, nous avons une prolongation des galeries et la création de issues de secours, puisque pour pouvoir agrandir ces surfaces d'expo dans la salle, on doit un tout petit peu retoucher. C'est la seule retouche concrète. Là, c'est à l'arrière du bâtiment, ça fait partie donc la partie extension. Je suis dans le bâtiment qui est l'objet d'extension, d'une rénovation et d'extension, avec un ajout d'un petit bloc technique un petit bloc qui va servir pour nous atelier technique. Là, vous avez la vue. Là, j'étais en intérieur. Là, vous avez vu la vue de l'extérieur. Donc, vous imaginez là une terrasse qui sera accessible pour vous, public, pour accéder dans un 2e petit jardin. Grande terrasse, nous devons réfléchir comment faire vivre cette terrasse de manière très sympathique. Ces escaliers qui, en ayant pu faire la visite de chantier très récemment, s'avèrent quand même assez monumentaux pour accéder à un petit jardin qu'on a envie aussi de faire vivre intelligemment. Donc voilà, la matière à réflexion potentielle. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais ouais, il y a tellement de choses à préparer. Une idée de ce que sera un des espaces pédagogiques, voilà, avec beaucoup de lumière. Il y aura évidemment tout ce qu'il faut en termes techniques, sanitaires, à la proximité, etc., etc. Mais pour nous, je veux dire, c'est le jour et la nuit. On n'avait aucun espace pédagogique, donc une classe, un stage, une activité, ça devait se faire vraiment dans un tout petit coin reculé du musée qui n'était pas approprié, qui était hyper moche et puis très limité dans les salles. Donc là, ça va être c'est une perspective extrêmement réjouissante. Là aussi, pour les nostalgiques, une petite vue de l'avant, voilà, notre déambulation dans les salles et de ce que c'est actuellement, donc un espace de travail pour les mouvements d'œuvre essentiellement et pour le travail interne. Donc le travail interne, justement, c'est autour des collections, un travail énorme qui a été entrepris par ma collègue Anne avec l'équipe technique, donc qui n'était plus à l'accueil ou à la surveillance, mais qui est devenue l'équipe
de l'inventaire informatisé. On a fait le choix de travailler avec une base de données qui est mise en place par Urban Brussels, donc une base de données régionale qui mutualise toutes les collections d'art sur la région bruxelloise. Donc, nous avons collaboré au début de ce projet de base de données régionale. On pourra vous envoyer le lien puisque désormais cette base de données est active. Nous avons commencé à mettre dans cette base de données accessible pour vous tous, accessible au public, plusieurs notices de nos collections. Et donc, le travail essentiel qu'on fait en interne, qui est assez caché mais qui est primordial, c'est que nous passons donc à l'ère de l'informatisation des collections. Il faut savoir que nous estimons avoir 12 000 œuvres dans les collections, mais dont nous n'avions pas d'inventaire informatisé, donc, ou si ce n'est un vague fichier Word, donc pas exploitable comme une base de données. Et donc là, nous avons passé un pas énorme qui est celui le passage du musée au XXIe siècle, de la préhistoire au XXIe siècle sans transition, en étant désormais doté d'un outil formidable pour gérer nos collections et puis pour les partager avec le public. Évidemment que c'est l'occasion de reprendre les œuvres une par une, de les manipuler, reprendre les dimensions, photographier, dépoussiérer, faire un petit bilan sanitaire, des choses qui paraissent urgentes à traiter, des choses qui devront être programmées en restauration du cadre de l'œuvre, etc. Donc, c'est un travail colossal, pharaonique. Finalement, c'est le travail principal de notre fermeture, qui est sans doute le moins connu, mais qui est vital pour la suite de l'histoire du musée. Et puis la vie scientifique, la vie des collections, c'est réfléchir comment pérenniser cette collection de manière, je dirais, adéquate pour le futur, en travaillant tout un projet scientifique et culturel pour le futur musée qu'on amorce évidemment aujourd'hui. Voilà, quelques illustrations de tout ce processus fait par l'équipe. Ici, on a Axel qui après avoir remonté une œuvre de la réserve, la photographie de face, de dos, les étiquettes, ils encodent. Anne va ensuite vérifier ce qui a été encodé, si c'est correct, pas correct. Donc, il y a toute une chaîne, tout un mode opératoire défini, extrêmement précis, qui permet de tout contrôler, œuvre par œuvre. Donc, on a je pense fait tout un étage de réserve. Là, ils sont en ce moment sur des œuvres de plus petit format pour respecter les distanciations sociales. Donc, ils sont sur des œuvres plus étroites qui peuvent manipuler pas forcément à 10 hommes. Voilà. Donc, c'est une adaptation du travail. Ici, on a notre restauratrice qui vient faire des contrôles selon des départs ou des retours d'œuvres, mais aussi à notre demande pour contrôler l'état sanitaire, c'est un mot qu'on aime beaucoup, l'état sanitaire de notre collection. Et voilà, donc j'en ai déjà parlé suffisamment, mais voilà, notre travail aussi principal, c'est de travailler sur tout ce que sera le futur nouveau musée. Alors ça va de quelle sera l'expérience de visite, ce qu'on maintient, ce qu'on veut renouveler, est-ce qu'on garde les horaires, est-ce qu'on retouche les tarifs, comment passer un ticketing. Et aujourd'hui, on bascule dans du ticketing, réservation à distance que nous n'avions pas. Voilà, tout ça va générer plus d'expériences encore dont on va bénéficier. Le règlement d'ordre intérieur, la sécurité, la surveillance, tout ça, on réfléchit à tous les aspects de la vie du musée, que ce soit pour le public, pour nous-mêmes en interne, avec nos partenaires, etc. Évidemment qu'on travaille à ce qu'on veut développer pour la médiation, mais vous avez compris que déjà pendant la fermeture, on a posé des jalons et le but de cette fermeture, c'est aussi de commencer à semer des choses qui vont éclore vraiment avec l'ouverture et qui seront des évidences comme étant notre fonctionnement futur, le participatif avec les voisins notamment. La même chose pour la communication. Donc, on réfléchit à ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on les développe aujourd'hui, nos projets de fermeture, on vise à donner du sens pour la réouverture et que ce soit pérenne pour la réouverture, de ne pas faire un projet éphémère. On veut vraiment que le sens soit là, donné, et qu'il soit constructif pour la suite. Voilà, on réfléchit à la programmation, avec qui programmer, comment recentrer sur nos artistes aussi locaux. Je sais qu'il y a dans l'audience l'un ou l'autre artiste qui est dans le carnet de balles du musée d'Ixelles pour les acquisitions, pour les expositions. C'est pour nous important de construire la logique de tout ça de manière plus claire, et encore plus avec ce moment de basculement aujourd'hui où
voilà, le secteur est aux abois, les artistes ont besoin de trouver les bonnes vitrines. Le musée a un rôle à jouer, évidemment, dans ce partage de la culture, des artistes, voilà. Et donc, on réfléchit évidemment à tout ça aussi. Voilà, pour illustrer, je crois que c'est la dernière image, pour illustrer encore une partie d'équipe en mode petit déjeuner et réflexion de tout ce qu'on a à construire. Donc, c'est pharaonique, mais c'est passionnant. Vivre une expérience de restructuration globale architecturale, donc restructuration physique, je dirais en chantier, en mur, en briques, en éléments palpables, et le revivre aussi, je dirais intellectuellement, c'est une chance énorme. Donc effectivement, un musée contraint et forcé de fermer brutalement avec violence du fait d'une situation sanitaire comme on l'a connue, on l'a tout de suite constaté, il y a beaucoup de réflexions qui ont émergé un peu dans tous les sens de comment faire vivre le musée pendant la fermeture, comment, voilà. Tout ça, nous l'avions expérimenté de manière très zen. Nous continuons cette expérience de confinement, mais cette expérience très actuelle nous met vraiment dans une situation où on va glaner encore plus, et on sent qu'il y a une ébullition de réflexion sur le rôle du musée dans la société, etc. Enfin, je vais y revenir dans un instant, puis c'est là où on va échanger en se posant des questions réciproques. Tout ça pour vous dire que cette période de confinement, pour les infos très actuelles, pas d'inquiétude, le chantier a pu se poursuivre et on tient les délais, à savoir que ce chantier sur l'accueil, c'est une part qui s'achèvera à la fin d'année, et qu'un deuxième chantier va s'enchaîner à la suite, des choses moins visibles, mais sur l'isolation du vieux bâtiment, sur des questions de, voilà, plus en lien à l'isolation, et vraiment à essayer de faire tenir ce vieux musée qui a presque 130 ans. Donc il y aura une deuxième phase moins visible, mais c'est pour ça qu'on est à une perspective 2023. Voilà, on a, pendant ce confinement, vous l'avez vu, Stéphanie en a parlé, rebondi sur la communication, mais cette ébullition, cette effervescence de culture en ligne, voilà, a bien, de manière claire, a bien apporté, a signifié le boom digital dans lequel on était, mais voilà, à se poser la question de ce qu'on veut plus dans ce moment d'ébullition digitale, sans dévoiler ce vers quoi on va, mais c'est une tendance quand même que l'on sent très fort en équipe au musée, c'est que voilà, on sent les limites de ce système, que pour nous, du fait qu'on a un musée à échelle humaine et d'accessibilité très forte par rapport aux œuvres, hein, on n'est pas dans un musée mammouth, temple, labyrinthe où on se perd. Pour nous, le présentiel va être notre axe fort. Donc, on ne va pas s'égarer dans un musée d'Ixelles version 2023 et à venir où on va tout miser sur les technologies et le multimédia. Non, on n'est pas dans cette perspective, parce que ça veut dire aussi des capacités techniques et des ressources financières qui doivent suivre en permanence. Et ce n'est pas l'ADN du musée a priori. Donc le digital, oui. La communication digitale, oui. Les outils comme la base de données en ligne, plus que oui. Des outils pour la visite, oui aussi. Mais à ne pas tomber dans l'excès, notre volonté, c'est de maintenir le lien, la proximité avec l'œuvre et avec l'artiste. Voilà, notre réalité depuis le mois de mars, c'est des annulations, des reports de prêts, tout ce qu'on avait prévu évidemment sur 2020 d'expositions hors les murs. Le calendrier a été un puzzle infernal et il se recompose sur 21. On a quand même l'actualité de notre expo, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Drogen Boss au musée Félix Sard, donc à partir du 13 juin, qui durera jusque janvier. On aura aussi une petite expo avec la commune de Saint-Gilles à partir de la mi-septembre autour du portrait de femmes, en dialogue avec des artistes contemporaines. Voilà. Donc il va y avoir des actualités à suivre. Continuez vraiment à nous suivre. Mais les autres projets, donc en 2021, il y a vraiment un programme très intense et très riche d'expositions hors les murs en Belgique et à l'étranger. Donc suivez-nous, vous aurez toutes les infos. Et puis, musée comme chez soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, va reprendre. Alors évidemment, comme pour nous tous, à titre individuel et collectif, bah voilà, ça c'est une évidence. On a dû adapter le travail interne. Hein. On est à moitié en présentiel au musée, à moitié en télétravail, avec tout ce que ça implique de complications. Mais on suit le chantier, on suit le projet.
et on ne perd pas de temps pour tous ces projets sur l'avenir du musée. Voilà, comme je disais, cette situation inédite nous amène à vraiment prendre les leçons des réflexions qui sont menées de manière complètement frénétique sur comment mener un projet muséal qui soit moins à l'ancienne. Et comme je vous l'ai dit aussi à l'instant, poursuivre notre travail de redéploiement sereinement. Pour illustrer un peu l'adaptation de la com qu'on a fait pendant le confinement, vous aurez peut-être repéré sur les réseaux sociaux, tout de suite, au moment du basculement dans le confinement, on a voulu s'amuser sur ces contraintes imposées de consignes sanitaires, ne plus se serrer la main, mais rester chez soi, faire des activités solo et éviter les mouvements de foule, etc. Donc, on a fait parler les collections. Depuis 10 semaines, on a vraiment communiqué autour des collections en lien avec l'actualité sur un mode humoristique. C'est aussi ce qu'on a de certitude dans notre ADN, c'est que le ton un petit peu décalé, mais volontairement simple, mais sincère sur les collections et sur l'actualité. Voilà, je pense qu'on s'est démarqué avec ça. Là, voilà, ça s'est même décliné en campagne de co à Ixelles, grâce au collège qui a voulu rebondir sur ce clin d'œil des consignes sanitaires du musée d'Ixelles et qui en a fait des tirages de co sur le réseau ixellois. Donc, c'était une chouette prolongation du collège quant aux initiatives du musée. Ben voilà, donc pour synthétiser et ouvrir le moment de partage avec vous, j'ai déjà esquissé, voilà, pour moi, les grandes questions sont là, avec tout ce qui se passe, c'est la place du digital, stop ou encore, ou alors comment génial, l'accessibilité des musées en ligne, des visites 3D, mais quelles sont les limites de tout ça pour nous, voilà, nous avions déjà amorcé des évidences avant le confinement et elles s'affinent plus encore avec cette période. Voilà, pour nous, le présentiel reste l'incontournable de la vie des musées. Le rôle sociétal de la culture des musées, voilà, c'est au cœur de tous les débats aujourd'hui. On avait amorcé cette réflexion, elle nous est pas propre, hein, de manière générale, on en discute, il y a des théories, il y a énormément de littérature sur tout ça, mais dans l'application, aujourd'hui, ce moment de crise nous invite à vraiment trouver des solutions et c'est vraiment notre responsabilité muséale d'y répondre. Alors, j'espère que les musées qui ont déjà rouvert se laisseront le temps d'une réflexion pour ces engagements-là. Donc, un engagement plus fort du musée qui ne soit pas qu'un lieu, ça peut être un lieu de loisirs et de plaisir, évidemment, mais c'est aussi un lieu d'engagement sociétal, évidemment que c'est en lien avec un rôle important dans l'éducation. Oups, je reviens en arrière une seconde. Voilà, au cœur du futur projet, évidemment, on a très à cœur, je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est vraiment pour nous essentiel, c'est de vraiment rester en lien avec l'ADN du musée. Hein, on ne va pas être participatif parce que participatif, c'est fun et à la mode. Non, c'est parce que c'est ancré dans l'histoire du musée. On veut vraiment retravailler notre place par rapport aux visiteurs, aux citoyens, par rapport aux artistes. Par rapport à des partenariats qui aient plus de sens, notamment des partenariats locaux. Pourquoi ne faire que des partenariats avec l'international, ce qui est important, mais il y a aussi des choses à tisser là de manière plus locale, de moins fonctionner en vase clos ou en concurrence les uns par rapport aux autres. Et puis de manière globale, et je vais terminer sur ça avant de répondre à vos questions, le statut du musée au XXIe siècle, il est en réflexion depuis longtemps, je l'ai dit, il y a pas mal de théories. Moi, je vais vous citer quelques auteurs qui m'inspirent et voilà, qui voyaient déjà la grande mutation arriver. Aujourd'hui, notre responsabilité, et nous avons cette chance au musée d'Ixelles, c'est de pouvoir le faire. Notre responsabilité, c'est de l'appliquer, le changement, de faire des choix qui deviennent concrets, que ce ne soit plus que de la théorie. Donc, on a cette chance de vivre un confinement prolongé pour se donner le temps de construire ça, parce qu'on ne peut pas l'improviser. Dans les références de ces réflexions, je vais vous donner quelques titres. Alors, il y a évidemment le livre de Jean Clair, qui s'appelle, vous allez voir les titres, j'adore, parce que c'est très symptomatique d'une vision pessimiste. Et je pense que le basculement va nous amener à une vision plus optimiste. Mais donc, les titres que je donne sont quand même très éloquents. Donc, Jean Clair, son titre, c'est Malaise dans les musées. Donc, voilà, c'est une lecture vraiment passionnante. Catherine Grenier, alors je vais sortir du mode partage pour vous montrer les livres. Comme ça, c'est toujours plus sympa. Arrêtez le partage. Tac. Est-ce qu'on me voit mieux? Oui.
Donc, je vous ai dit Jean-Clair, malaise dans les musées, lecture passionnante, ça fout le bourdon, mais c'est super pour rebondir et réfléchir. Dans le même registre, si vous me dites si vous voyez bien, c'est Catherine Grenier, La fin des musées, point d'interrogation. Petit titre provoquant, mais très juste. Alors après, quand on tourne les pages, évidemment, quand on lit, il n'y a pas que de la provoque dans le titre, il y a vraiment des pistes très constructives de réflexion sur ce que devrait être le musée. Je vous ai dit la notion de musée Agora, mais le musée Agora, c'est une piste parmi d'autres. Enfin, c'est vraiment une lecture très, très riche. Vous n'êtes pas obligé de les lire, hein. Moi, je ferai les lectures, enfin, avec l'équipe, on fera les lectures pour vous, puis vous aurez tout ça incarné dans notre projet muséal. Donc voilà, en 2023, on aura fait la synthèse de tout ça. Une autre lecture que j'adore, qui est belge de surcroît, André Gob, le musée, une institution dépassée. Je vous dis, hein, les titres sont quand même un petit peu, ça fait un peu, voilà, c'est pessimiste, mais nous aurons une proposition bien plus réjouissante à vous faire. Et une Bible quand même intéressante. Alors avec tout ce que ça, je suis française donc j'assume, hein, avec tout ce que ça a de franco-français, de leçons à donner, etc. Mais c'est quand même super bien fait et c'est basé sur une longue étude initiée par la ministre Audrey Azoulay en 2016 et qui a abouti à un rapport officiel de l'État français qui s'intitule « Inventer les musées pour demain ». Voilà, là c'est moins pessimiste, on est déjà dans quelque chose qui encourage un petit peu plus l'action et la réflexion positive. Et donc là aussi, il y a énormément de choses à puiser. Enfin voilà. Donc voilà, on est dans cette réflexion, l'a amorcée en 2018, elle s'intensifie aujourd'hui. Et notre chance, ce confinement prolongé du musée, c'est de pouvoir prendre encore un petit peu le temps, bien qu'on commence à être pressé, puisque je vous ai dit, après on va devoir activer les projets, ça prend du temps, donc on a encore quelques mois de réflexion, de solutions et de positionnement à prendre de manière très très claire pour vous livrer un beau musée en 2023. Voilà. Il est 19h, donc on prend quand même le temps de quelques questions-réponses. Pardon pour la longueur, mais c'était vraiment voilà. Vous m'avez pas interrompu, vous êtes adorable. Merci Claire pour cette présentation très riche. Alors Jessica est à votre disposition si vous avez une question. Soit vous pouvez lever la main dans le chat, ça apparaît, ou vous pouvez désactiver le micro. Donc on va voir si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Jessica, je te cède la parole. Chantal a une question, on vous écoute. Donc, oui. Si vous voulez, voilà, vous m'envoyez la question dans le chat et moi je. Oui. Non, mais allez-y, Chantal, on vous écoute. Oui. Moi, j'aimais beaucoup la collection qu'il y avait permanente au musée. Oui. Et je trouve qu'on avait une vision de l'art du XXe siècle qu'on a perdu dans l'ancien musée d'art moderne qui a disparu pour les musées des fins du siècle. Et la question était, est-ce que la collection permanente va changer ou reste la même Non, on va vous rassurer, ça fait partie de ce qu'on considère dans notre ADN, les points forts, c'est qu'on peut offrir une vision à échelle humaine, donc c'est un parcours qui n'est pas épuisant dans 1000 salles, qui donne un aperçu chronologique qui va d'une petite fraction d'art ancien à l'art contemporain, puisqu'on est quand même un musée qui achète encore de l'art contemporain, aussi un des seuls musées bruxellois à le faire. Et donc on aime cette axe chronologique avec des pièces très fortes. Donc non, ça c'est un point qu'on souhaite maintenir. Après, on aime se faire plaisir aussi en thématisant, en trouvant, en faisant des focus spécifiques. Mais l'art moderne garde sa place. Après, pour entre vous et nous, puisqu'on est en petit comité, pour nous, c'était aussi notre chance que ce musée d'art moderne de l'autre côté a fait le choix de mettre en réserve parce que on a récupéré du public qui était intéressé par ça, puisque nous proposions encore. Voilà. Oui, parce que la vision chronologique dans l'autre musée, l'ancien musée d'art moderne, était très bonne. On avait une idée de l'art du XXe siècle et maintenant, je trouve qu'on a perdu ça. J'aimais beaucoup. Et voilà. Je pense que ce sera... Enfin, non, on va le maintenir, ouais. Soyez rassurés, il y a beaucoup de choses finalement qui vont être gardées. Parce qu'il y a beaucoup de points forts au musée. En fait, on va ajouter des qualités en plus. On va rien mettre à la poubelle, vraiment. On va mettre des couches de lasagne super encore mieux. Voilà. Merci. D'autres questions? Je vois dans le chat, est-ce que l'espace pédagogique permettra des expositions liées avec des explications techniques pertinentes? Par exemple, un partenariat avec l'Académie d'Ixelles qui, pendant une expo de poterie, permet une explication des techniques. Stéphanie, je te laisse répondre. Comment on... Ouais.
Donc, j'ai déjà un petit peu répondu dans le chat, mais en fait, cet espace pédagogique, c'est surtout un lieu où on va pouvoir accueillir les groupes scolaires, et puis on propose aussi des workshops où enfin, le tout public peut faire des ateliers. Par exemple, les dimanches, on organise souvent des workshops avec des artistes. Donc, ça ne sera pas intégré en soi dans l'exposition, mais ça n'exclut pas des partenariats avec l'Académie d'Ixelles, et d'ailleurs, c'est vraiment un de nos souhaits. Et ni éventuellement l'intégration de dispositifs interactifs dans nos collections. Mais ça, c'est un autre volet. Mais Claire, tu peux me compléter, bien sûr. Non, c'est juste. De toute façon, Stéphanie et en équipe, on déploie des activités qui sont toujours en lien, évidemment, soit avec le parcours permanent, soit avec l'expo, et même dans les deux logiques. Donc, même si physiquement les espaces pédagogiques seront dans la partie extension, il y aura une certaine fluidité entre le tout. Et encore une fois, on a l'avantage de ne pas être le Louvre. Donc, on peut vraiment fluidifier tout ça de manière assez évidente, assez limpide. D'autres petites questions? Sinon, je vous ai assommé. C'est possible. C'est possible. En tout cas, oui? Non, il n'y a pas d'autres questions? On vous a livré un petit aperçu des futurs espaces. Encore une fois, dans la continuité de ce que j'ai dit, avec les nouveaux espaces, ils seront assez isolés. Oui, Jessica. Une question ici. Avez-vous déjà une idée pour la première expo? Ça, c'est la question qui fâche. Voilà. Alors, autant le carnet de balles pour après commence à se dessiner bien. Enfin, voilà, il y a juste la question de savoir si on aura 3 saisons, 2 saisons, parce que ça complique un peu la manière de ventiler les idées, les envies. Mais la question d'une expo inaugurale est une énorme question. Il y a une pression énorme et j'avoue qu'il y a des idées. Mais tant que on n'a pas une date précise d'ouverture, c'est très compliqué de commencer à amorcer quelque chose, prendre des engagements vers des collections, vers des musées pour emprunter des œuvres. Donc, on n'est pas sorti du bois. Alors, on la voudra cette saison inaugurale festive, joyeuse, ça c'est sûr, à l'image de ce qu'est le musée. Et on la voudrait a priori plutôt patrimoniale, parce que le musée est un musée qui couvre des collections allant de l'art ancien jusqu'à nos jours. Ce serait pas de bon ton de se profiler immédiatement comme étant le musée qui va travailler que sur le 19e ou que sur l'art contemporain. Je pense qu'il faut montrer ce qu'on est d'emblée et cette force donc d'éventail très ouvert dans le cadre chronologique. Je pense qu'on serait un peu dans une perspective qui couvre cette force-là. Mais donc c'est une réponse de Normande, mais c'est très dur aujourd'hui de se prononcer sur un programme. Et puis, on doit avancer avec le collège, avec notre échevin sur les grands axes qu'on a envie de développer pour la suite. Ouais. Il y a une deuxième concernant le numérique. Ouais. Donc, suite au projet développé pendant le confinement, avez-vous une idée des projets numériques que vous souhaitez poursuivre à la réouverture? Alors, je l'ai déjà esquissé la réponse, je vais reprendre de manière synthétique. C'est esquissé dans nos réflexions, notre volonté d'être, je caricature, mais je vais affiner dans un instant, d'être low tech, et vraiment de ne pas partir dans le musée d'Ixelles au XXIe siècle, voilà, s'inscrit dans l'ultra numérique, l'ultra digital. Nous avons la force d'avoir des œuvres, d'avoir un parcours à échelle humaine, d'avoir la faculté de proposer un parcours où on peut observer les œuvres en relation très forte et très directe. Pour nous, le digital sera là, mais s'agira de digital comme outil qui valorise, qui apporte des compléments de compréhension des collections, mais qui va pas substituer la qualité d'une visite en présentiel et en rapport intime avec les œuvres. Donc voilà, comme je disais, oui pour un audio guide, oui pour une application qui permet de donner des explications supplémentaires ou même de manière ludique pour les enfants, des choses comme ça. Oui, évidemment sur une communication en ligne, oui sur la base de données accessible donc de nos collections. Mais c'est pas chez nous, vous ne serez pas doté d'un casque de réalité virtuelle pour faire le tour du musée. Voilà. Je sais pas, Stéphanie, tu veux compléter? Je te vois lever la main. Non, c'était un peu un hasard, mais je peux compléter. Non, je pense aussi,
par rapport au numérique, je pense aussi qu'il y a vraiment parfois des opportunités ou des projets qui viennent à nous. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous arrive. Enfin, voilà, là, on est bien sûr ouvert aussi aux possibilités. Après, c'est vrai que ce sont des développements très, très coûteux et très intensifs en préparation humaine, etc. Donc, il faut qu'on y réfléchisse de façon un peu stratégique et ne pas se lancer à corps perdu dans plein de choses pour faire juste pour faire, quoi. Oui, et puis il y a la question de l'obsolescence, hein, lancer des choses et ne pas savoir suivre derrière techniquement, financièrement, enfin voilà, et puis ça demande des compétences techniques internes, etc. Faut faire des projets à la mesure de nos forces et de nos moyens aussi pour rester dans du raisonnable et ne pas aller dans des impasses. Voilà, on a assez de recul sur tout ça, je pense, et avec l'expérience actuelle, on va pouvoir en bénéficier largement. On sera vraiment, pour nous, je dis, ce musée a une bonne étoile. Il a toujours les bons timings, les bons. Voilà, on va pouvoir récupérer de l'expérience d'autres. C'est parfait. Question, comment est-ce que le musée sera divisé? Y aura-t-il, comme par le passé, une expo permanente et une expo temporaire en même temps? Oui, alors après, on doit réfléchir parce qu'avec la nouvelle configuration de l'entrée, on va devoir réfléchir comment articuler. Est-ce qu'on passe par l'expo temporaire pour les permanentes? Là, il y aura 2 entrées possibles, mais évidemment qu'il y aura toujours et les permanentes et les expos temporaires. On doit juste travailler sur la stratégie je vous ai dit, des saisons. Est-ce qu'on en maintient 3, c'est-à-dire grosse dynamique, ou 2 plus longues? Ça, c'est vraiment une question vraiment clé pour nous, mais il y aura toujours des expos temporaires. Ça revient comme étant un de nos points forts aussi. On a toujours proposé une offre d'expo forte, originale, qui défrichait beaucoup de choses. On a fait, c'est toujours notre petite fierté, mais on a fait un Vasarely avant Pompidou, enfin des choses comme ça. On est des fricheurs et ça, on a envie de le maintenir. Chantal avait encore une question. Ouais. Oui, juste, est-ce que vous avez un musée idéal auquel vous voudriez vous ressembler ou auquel vous regardez pour vous inspirer? Oui, quand on fait nos petites balades, on essaye d'aller vers des lieux dont on se sent proche. Donc déjà en termes d'échelle, moi j'admire beaucoup le travail du musée des Beaux-Arts de Gand, par exemple, qui est vraiment comparable en termes de contenu, donc collection, de fonctionnement, même si eux, ils sont une armée de 50 personnes et nous sommes une armée de 10, 11 en ce moment. Voilà, donc il y a encore du chemin, mais en termes de vision, voilà, moi c'est un musée qui m'inspire vraiment beaucoup et je trouve leur lieu très très chouette. Après à l'étranger, il y a plein d'autres lieux, mais là on aura une collaboration l'an prochain avec un musée près d'Amsterdam qui est à Laren, donc le musée Singer à Laren. Eh bien dans une échelle comparable, ils ont un tout autre fonctionnement et c'est très stimulant et inspirant de voir comment ils fonctionnent, donc un peu à la hollandaise avec des schémas de fonctionnement très différents par rapport à nous. Donc voilà, oui, il y a des lieux qui nous inspirent et franchement, ce temps de visite en équipe vers d'autres lieux ou même individuellement, on est plus observateur, justement, en repensant notre futur musée. Il y a plein de lieux incroyables qui font des choses formidables. Moi, j'aime beaucoup aussi le musée des Beaux-Arts de Rouen. Voilà, ça fait partie de mes des petites marottes que je suis beaucoup. Il y en a plein en fait. Bon, après, je compare par rapport à notre échelle. J'aime beaucoup observer ce que font les gros musées, voilà, tentaculaires. Mais on sait qu'on ne joue pas dans la même cour. Oui, parce que j'ai pensé justement, vu la proximité au musée hollandais, qui garde un très bon équilibre entre le moderne et en exposant des choses très classiques. Et ils font des expos magnifiques. Bon, ce sont ceux que je vois parce qu'ils sont plus près. Quoi. Non, vous avez raison, ça fait partie des exemples qui nous inspirent. Après, avec parfois des schémas de fonctionnement, je dirais, économique très décomplexés et c'est pas dans notre culture locale. Enfin voilà, on doit toujours remettre le curseur. C'est inspirant aussi, mais on n'est pas. Voilà, on doit pouvoir adapter à notre réalité de terrain, qui en plus, nous, on a un musée communal, c'est avec des logiques très très particulières, contraignantes, mais aussi avec des atouts évidemment cette logique-là. Donc on doit trouver le bon équilibre, mais ça fait partie des exemples inspirants. Ouais. On attend avec impatience alors. Ah, vous avez raison, mais nous, on a besoin de sentir que vous nous attendez avec impatience parce que ça nous encourage. On a vraiment besoin de ça. Est-ce qu'il y a encore des questions, Jessica? Est-ce qu'on aura encore des installations enthousiastes comme celles qui se sont passées pour le Museum Night Fever? On rêve encore de magnifiques salons de fête et danse qui registent années. Je laisse Stéphanie répondre. Moi, je dis déjà oui et je dis oui et puis je laisse Stéphanie enchaîner.
Évidemment qu'on aura encore plein de, plein de fêtes au musée, etc. Là, on va aussi devoir réfléchir, bien sûr, à la réouverture pour essayer que ce soit un vrai chouette moment de rencontre. Et puis, là, je pense en plus que c'est Luca, un de nos voisins, qui a écrit ça. Et là, ce sera chouette aussi d'associer tous ces voisins avec lesquels on travaille beaucoup pour réfléchir justement à tous ces nouveaux projets et à comment rendre ce musée encore plus accessible à travers tout ce qu'on y organise. Et là, on a une vraie assise maintenant aussi dans le quartier pour nous y aider. Et voilà, donc on compte aussi sur vous pour nous accompagner là-dedans. Mais c'est le plaisir. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de rendre cet espace convivial. Ça, c'est sûr. On a des super fans dans nos voisins. C'est vraiment important pour nous. On n'a pas envie de les décevoir. Donc, oui, on s'est mis tout seul avec ces projets de proximité, une pression, mais c'est une pression vraiment stimulante. On adore faire ces projets musées comme chez soi, Willy, tout ça. Enfin, c'est vraiment extrêmement enrichissant. Mais on a mis le doigt dans un engrenage où, voilà, évidemment qu'on va continuer de le développer avec sincérité. Et on a envie que ce soit un musée ouvert. Enfin, d'ailleurs, même l'architecture va aller vers ça. On sera plus dans le trou de souris, comme je disais. On va être dans un lieu plus ouvert et accueillant. Et ce café, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce café, ça doit être aussi un café qui va être un lieu de vie. Il va y avoir des espaces partagés. Ça va être un musée plus ouvert aussi aux échanges de proximité, aux échanges citoyens, etc. Ça va être c'est une chance incroyable pour la suite. Ouais. Peut-être la dernière question. Ouais. Donc, y a-t-il des hommes dans votre équipe de 10 personnes? Pardon, j'ai pas compris. Y a-t-il des hommes dans l'équipe de 10? Oui, il y a des hommes. Oui, oui. Alors, j'ai même pas. Oui, oui, on est quasi à une parité de genre, je pense. Je n'ai pas fait un calcul, je pense. Mais on est. Avec des Ah, c'est gentil. En tout cas, ouais, voilà, il y aurait encore plein de choses à dire et là, effectivement, j'ai quand même exposé beaucoup sur ce qu'a été la vie du musée. On n'a pas trop pu développer les visions d'avenir, mais on peut très bien, si ça vous intéresse, organiser avec les amis d'autres moments de rencontre où on va sur des thématiques plus en profondeur sur le participatif, sur les enjeux d'avenir, etc. Là, on a été, je dirais, un peu introductif sur notre vécu et ce dans quoi on s'inscrit vu le contexte global et vu le contexte très d'actualité. Mais il y a encore énormément de choses à partager. Peut-être indiquer, Stéphanie, que on prévoit un moment de consultation citoyenne, justement, parce que tout ce travail de réflexion qu'on a fait, nous, en interne, avec des tables rondes de plein de profils diversifiés, évidemment qu'on veut l'ouvrir à un moment plus ouvert vers vous tous. On ne sait pas encore très bien. Là, on est en train de réfléchir à la formule, mais ce sera en effet l'idée puisqu'on fait tout comme Claire l'a expliqué, toutes ces consultations, qu'à un moment donné, on puisse aussi avoir votre avis sur toutes les questions qu'on se pose là en ce moment. Donc, on revient sur vous. Là, on a de toute façon toutes vos coordonnées, donc on sait que, voilà, on peut en tout cas peut-être vous solliciter pour ça prochainement. Donc, si vous l'acceptez, on garde vos coordonnées mail, comme ça, on vous met dans nos bases de données pour vous informer de la suite et vous solliciter pour ce genre d'échange. Si vous ne voulez pas, indiquez-le nous, comme ça, on respecte bien votre choix ou non-choix. Enfin, voilà. Oui, si je voulais d'ailleurs justement rajouter, donc vous pouvez nous suivre non seulement via donc la newsletter, comme vient de le dire Claire et Stéphanie, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, et évidemment vous pouvez devenir ami du musée d'Ixelles. Toutes les informations sont également aussi sur le site du musée, et ça me permet aussi de rappeler donc la prochaine activité sera une activité en vrai. Ce sera une visite en petit groupe, donc c'est vraiment des visites exclusives au sein du musée Félix de Bouc. Où nous avons donc notre collection qui est exposée à partir du 13 juin. Donc, il y aura plusieurs sessions. Anne, tu peux faire petit signe, ce sera ou Anne ou moi. Voilà. On pourra dégager plusieurs dates et vous faire une visite guidée en ultra petit comité, donc en 3-4, masqué et tout, distanciation et tout le bazar. Voilà, et concrètement, pour répondre à Eric, concrètement, il suffit d'envoyer un mail sur le site des Amis du musée d'Ixelles et on organisera les groupes, on prendra les références de qui souhaite être intéressé et on organisera ces visites. Voilà. Est-ce que s'il y a une dernière question? Toute dernière? Non?
Non, bah écoutez, moi je vous remercie vraiment. J'associe ma collègue Anne qui est en charge des collections, donc qui a été discrète mais qui est là, et ma collègue Stéphanie. Il y a l'échevin qui est là, l'échevin du musée qui peut faire peut-être coucou, Ken qui soutient nos projets. Je remercie Stéphanie et Jessica de faire vivre les amis pendant cette période compliquée et il y a encore plein de choses à développer. Donc là, c'était la première hein, pour nous de faire cette formule-là. Il y a peut-être des choses à inventer. Vos idées sont les bienvenues, les suggestions sont les bienvenues, les réactions, même les critiques. Hein, on a besoin de ça aussi pour la suite. Donc tout est possible. Donc un grand merci parce que on se nourrit de votre fidélité, et de votre enthousiasme pour le musée, pour construire la suite. Vraiment. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Merci Claire. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Oh, Voilà, je crois qu'une grosse partie s'est déconnectée. Claire, si tu veux, on t'enverra un petit mail pour te proposer une petite réunion de débriefing. T'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro, Claire. c'est pas possible. C'est bon là? Ouais, Vous m'entendez? c'est bon. Ouais. Oui, on pourra associer Stéphanie et Anne qui étaient là aussi. Je pense que ça peut effectivement donner une idée pour d'autres ou une suite. Enfin voilà. Bon, pour moi, c'était un chouette moment. Voilà, c'est chouette. Ah ben on fait ça. Merci en tout cas. Passez Voilà. une bonne Bon. soirée alors. Ouais, bonne soirée les filles. Hein. Merci. Au revoir, merci. Salut, ciao.